Bonjour professeur Frédéric Bizard. Je vais déjà vous présenter puisque vous êtes donc professeur d'économie affilié à l'ESCP, président fondateur de l'Institut Santé, ça va être l'objet d'ailleurs de notre entretien aujourd'hui. Vous êtes spécialiste des questions de protection sociale et de santé, dont l'expertise est reconnue en France mais aussi également à l'international. Et vous avez écrit un second livre suite au premier qui d'ailleurs a gagné le prix du livre de l'économie sur BFM Business. Cette fois-ci, il est beaucoup plus complémentaire. Vous parlez de l'autonomie solidaire en santé. En clair, visiblement, vous avez des solutions pour améliorer notre système de santé actuel avec une philosophie à la française du fonctionnement de la santé. Euh, Déjà pour commencer, votre livre il y a écrit l'autonomie solidaire en santé. L'autonomie, je comprends bien, solidaire, oui, mais pour le commun des mortels, est-ce que vous pouvez juste développer on va dire la définition de ce mot, l'autonomie solidaire en santé? Alors, c'est un oxymore que nous avons créé. C'est un concept nouveau, hein, puisque à ce stade, en matière de sciences sociales, ce n'est pas un concept qui a été utilisé. Donc, je comprends qu'il puisse un petit peu poser des questions. Je dirais juste trois choses par rapport à ce concept. La première, c'est que c'est une recherche de lier, d'associer le collectif et l'individuel. On sait que la santé est la responsabilité de chacun, mais on sait aussi que le système de santé doit avoir une approche collective et doit permettre à l'ensemble de la population d'être de pouvoir se soigner, de pouvoir rester en bonne santé. Et donc, il faut un système, ce qu'on appelle le plus inclusif possible, le plus juste possible, un système qui réduise les inégalités sociales autant que faire se peut. Ça, c'est le premier point. Donc, à la fois une recherche d'autonomie, il faut que les individus acquièrent un maximum d'autonomie, c'est-à-dire de capacité d'agir. Hein, c'est pas je fais seul dans mon coin, c'est je suis en capacité d'agir pour rester en bonne santé et si je suis malade, pour optimiser la prise en charge de ma maladie et optimiser ma qualité de vie pendant ma maladie, puisqu'on sait que la plupart des maladies sont des pathologies chroniques. La deuxième chose, c'est en fait le passage d'une protection sociale passive, qui était celle du XXe siècle, avec un système de protection sociale qui se substituait aux individus, à une protection sociale active, où c'est l'individu, le citoyen, qui est acteur, qui est au cœur de cette protection sociale. Alors, ce n'est pas une vision idéologique, c'est que tout système de protection sociale efficace au XXIe siècle est un système de protection sociale, en effet, qui positionne le citoyen au cœur de sa protection, parce que les risques sont de plus en plus longs. Et si on veut réduire ces inégalités sociales dans la gestion du risque, que ce soit le risque santé, le risque en retraite, le risque par rapport au chômage et tous les risques, il faut en effet que l'individu ait cette capacité d'agir. Donc il faut une protection sociale active, qui active les capacités individuelles des individus. Et puis la dernière chose, c'est que cette autonomie solidaire est aussi une évolution par rapport au modèle social de 1945. Et si vous lisez avec attention les ordonnances de 1945, on voit qu'on était dans cette première phase dans la sécurité sociale, donc déjà dans le système universel, hein, ce n'est pas la première phase de la création de la protection sociale, qui date du XVIIIe siècle, et même avant, il y avait une forme de protection sociale. Mais en tout cas, depuis la sécurité sociale, on était toujours dans cette première étape, qui était quand même d'apporter assistance à tout individu pour lui garantir une protection, qui était une première forme d'émancipation. Mais c'était par rapport à un individu passif, et c'était une protection qui était la garantie d'être soigné, la garantie d'être protégé en cas de chômage, mais vous voyez, pas une garantie en amont qui faisait en sorte que l'individu pouvait éviter ou retarder le plus possible ce risque social. Voilà trois évolutions où donc c'est un système à deux jambes. Il faut que les individus soient le plus capables possible, mais il faut que le système ne laisse personne au bord de la route et donc soit solidaire. Question essentielle, parce que vous parlez d'améliorer le système de santé, voire même de le réformer, mais avant ça,
euh, je dirais moi-même, j'ai du mal à comprendre comment fonctionne la santé en France. Est-ce que vous pouvez juste en quelques mots nous dire, visiblement, si j'ai bien compris, on est encore dans un système qui est curatif, où le patient ne décide de rien, il est pris en charge juste quand il est malade. Il n'est pas concerné parce qu'on ne on lui dit pas, bah, pour être en bonne santé, la meilleure chose ce serait d'être préventif. Ça serait ça un peu dans votre système que vous développez aussi. Je crois qu'il y a des aspects, tout en gardant, je dirais, un fonctionnement de la santé à la française, que vous expliquez très bien, qui est que tout le monde a un pied d'égalité face aux problèmes de santé et on ne doit, comme vous le dites, hein, ne laisser personne sur le bord de la route. Ça existe déjà quelque part, mais ça fonctionne mal. C'est un peu ça que vous dites. Alors, c'est une excellente question parce qu'en effet, il faut comprendre pourquoi est-ce que notre système, qui a été excellent dans cette phase de protéger par rapport en garantissant à tous un accès aux soins, aujourd'hui dysfonctionne. Pourquoi est-ce qu'il faut changer, faire évoluer ce modèle essentiellement curatif et essentiellement basé sur le curatif hospitalier? Juste avant ça, vous parlez toujours de modèle à la française et vous avez raison. Parce que ça a été ce qui nous a guidés au sein de l'Institut Santé depuis 3 ans. Et on voit bien que ce concept de philosophie politique qui un petit peu surpasse tout ce qu'on va développer maintenant est un concept éminemment issu des Lumières. Cette autonomie, elle est issue d'une réflexion des philosophes des Lumières. C'est ce que appelait Rousseau, c'est l'autonomie, c'est le respect de l'humanité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur le respect des préférences individuelles, des choses, puisque si vous mettez l'individu au cœur, on voit que tout ça, c'est une notion d'émancipation qui est issue des Lumières. Donc on est bien sur un modèle tout en respectant toutes les libertés, recherche d'égalité, et sur un système solidaire. Donc on voit bien qu'on est sur le triptyque républicain, on voit bien qu'on est au cœur d'un système français qu'on veut faire vivre dans le nouveau modèle dont on va parler. Alors pourquoi il faut un nouveau modèle? Alors oui, c'est une amélioration, mais qui nécessite une transformation du modèle. Donc, il faut, à la fois, c'est une continuité du modèle existant, mais n'ayons pas peur, il y a quand même une transformation ou une restructuration, comme on veut. Mais il faut quand même aller aux racines du modèle pour voir, on va voir en matière de gouvernance, de financement, d'organisation, il faut repenser quand même l'ensemble du modèle. Et c'est là où il faut trouver un consensus politique entre les formations politiques, entre les citoyens, pour ce qui concerne l'essentiel de cette transformation, sans aller forcément dans le détail de la déclinaison de cette transformation, mais il faut être d'accord sur les grands principes, et c'est ce qu'on est arrivé à faire à l'Institut Santé. Donc 2 mots sur les raisons de la nécessité de cette transformation. Il y en a 2. La première, c'est le changement radical de l'environnement qui est autour du système de santé, qui impose d'adapter. En fait, c'est une question d'adaptation de notre système de santé à ce nouveau monde. Et puis la deuxième, c'est que plutôt que l'adapter, on a essayé d'y mettre des rustines. Et donc, on a en fait dégradé le système depuis dans les 20 dernières années, évidemment pas volontairement, mais avec les différentes réformes qui ont été posées. Alors, l'environnement, il y a une triple transition. C'est la triple transition démographique, épidémiologique et technologique. Alors, le vieillissement de la population, dont on parle depuis des années, ça fait des décennies et des siècles que la population vieillit, mais il faut savoir que ce vieillissement, il est historique dans son intensité de 2010 à 2030. Jamais l'humanité aura connu une telle rapidité de vieillissement, c'est-à-dire de la part des plus de 65 ans, qui explose, qui est aujourd'hui à 21%, et qui va être de l'ordre de 30% dans les 20 à 30 prochaines années. Donc, c'est quelque chose, et c'est extrêmement rapide jusqu'en 2030, avant ensuite plutôt de se déstabiliser. Alors, quel impact ça? Ce que vous disiez, c'est qu'évidemment, on ne peut plus avoir un système qui attende que les individus soient malades pour s'en occuper, puisqu'on sait bien que, non pas qu'il y ait un lien direct entre l'âge et les pathologies, puisque des personnes de 80 ans qui sont en parfaite santé, entre guillemets, ne consomment pas plus de soins que les personnes en 30 ans de bonne santé. Mais évidemment, il y a une corrélation entre la probabilité d'être malade et l'âge. Et comme on a un vieillissement en mauvaise santé dans la plupart
des pays développés, notamment en France, hein, puisque l'espérance de vie est élevée, mais on sait bien que le vieillissement, il ne se fait pas en bonne santé. On se retrouve avec une cohorte très importante, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, de personnes souffrant de pathologies chroniques, et donc un système qui devient non soutenable si on le laisse comme ça, puisqu'on va se retrouver avec une part de personnes souffrant de pathologies chroniques très élevées et donc avec un accès aux soins qui va être compliqué. Donc, il faut s'occuper des individus dès la naissance, pour avoir véritablement une prise en charge optimisée du maintien en bonne santé le plus longtemps possible. Et comme on avait un système qui a été complètement structuré autour de l'accès aux soins, on a très largement délaissé tout ce qui se passait avant. Donc ça, c'est la première adaptation, si on ne veut pas trop se faire peur en parlant de transformation, c'est une adaptation. La deuxième adaptation, c'est ce que j'évoquais notamment tout à l'heure en mettant l'individu au cœur du système, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sur un risque long, c'est-à-dire le risque, c'est la pathologie, et la pathologie, elle était infectieuse principalement, elle est devenue chronique majoritairement. Bon. Donc là, on est obligé de ne plus se substituer à l'individu dans la gestion du risque, mais de permettre à l'individu de gérer son risque avec un maximum d'autonomie, dont on parlait tout à l'heure, et d'efficacité, c'est la chose, tout en respectant les préférences individuelles, les styles de vie, les entourages. Vous voyez, donc c'est cette approche globale autour de l'individu, ce qui n'était évidemment pas du tout le sujet du modèle dans lequel nous sommes, puisque le patient était passif et on s'occupait principalement de soigner sa maladie. Troisième évolution, c'est la transition technologique, qui, elle, en fait, nous permet, avec le numérique, évidemment, avec l'intelligence artificielle, avec la robotique, nous permet, avec aussi les différentes sciences cognitives et les biotechnologies, en fait, nous permet d'adapter le système. Ce sont des outils, des moyens indispensables pour gérer ces deux premières transitions. Deuxième grande raison que j'évoquais, c'est que, encore une fois, on a préféré, je dirais, poser des rustines plutôt que transformer le système, ce qui n'est pas une critique sur les dirigeants de ces 20 dernières années, parce qu'il faut savoir que la logique de transformation d'un système de santé, elle est très basée sur une logique de crise. Et donc, ça paraît un petit peu terrible de dire ça, mais le système n'était pas suffisamment en crise ces 20 dernières années pour que véritablement le pouvoir politique s'empare de ce sujet et se lance dans une transformation. Là, malheureusement… Et pourtant, c'est l'une des préoccupations principales, on le voit bien en ce moment, pour les Français. Oui, mais regardez, que disait-on personne ne communique là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est tellement compliqué d'en parler que c'est difficile justement d'arriver à prendre une position, parce qu'on a bien compris en fait que le patient, déjà c'est assez difficile de s'y retrouver dans tout ce qu'il y a à l'heure actuelle. À chaque fois, les orientations, dès qu'on est malade, c'est un peu compliqué, faut le reconnaître, quoi. Donc vous parlez de simplification, ça je l'admets. C'est aussi très très centralisé, et j'ai remarqué que dans ce que vous proposez, vous redonnez la main en fait au corps médical, et il y a des réflexions qui se font en fait, on va dire, à la fois par pôle et aussi par région. Alors, c'est un système différent. On va venir, je dis ça parce que c'est un peu concret. Je dirais à l'heure actuelle, si je fais simple et que je suis patient, je suis soigné, et là vous avez mis le doigt un peu comme on peut. Et dans ce que vous proposez demain, on a la garantie d'une certaine qualité. D'accord. Alors là, je ne suis pas encore sur le comment, je suis sur le pourquoi. Et après, on va passer au comment. Juste un dernier mot sur le pourquoi. Parce que c'est important, si vous voulez, évidemment, de plus en plus de citoyens, les professionnels de santé sont très largement convaincus de cette nécessité de transformation. Les citoyens, de plus en plus, même si, attention, on l'a vu avec le système de retraite, il faut avoir un système, un programme de transformation, et c'est tout l'objet de l'Institut Santé, le plus abouti possible, le plus complet possible, le plus explicite possible, si on ne veut pas rater la réforme. Et je crois qu'il faut tirer les leçons de l'échec de la réforme des retraites, qui était une bonne réforme sur le fond, système universel de retraite à points, qui était plutôt consensuel, mais qui n'avait pas été travaillé sur le principe, elle était consensuelle, mais qui n'avait pas été travaillée dans ses détails. On a cru qu'on le ferait une fois au pouvoir, et on voit que ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut être prêt au moment où on annonce la réforme. Donc, si vous voulez, depuis 20 ans,
on a préféré plutôt essayer de sauver l'ancien système. Et comment on l'a fait? En fait, vous l'avez évoqué, par une étatisation croissante du système, c'est-à-dire par une reprise en main par l'État, qui s'est traduit aujourd'hui par une hyper-bureaucratisation avec les ARH, puis les ARS, et ces ARS qui ont à la fois tout pouvoir, mais dont le réel pouvoir est en centrale, et au ministère, avec un État qui n'a pas de vision sur l'évolution du système de santé, et donc un système qui est géré à la petite semaine en fonction principalement d'objectifs budgétaires et encore une fois, sans objectifs de santé publique à long terme et sans outils pour voir loin. Donc, on est sur la gestion de la pénurie, de la crise, du respect budgétaire. Ça, c'était jusqu'au Covid. Et jusqu'au moment du Covid, vous pouviez toujours parler à des responsables politiques qui vous disaient, mais OK, il y a des problèmes, mais on a quand même le meilleur système de santé du monde. Je veux dire, jusqu'à il y a quelques temps, ce qui est important, ce n'est pas toujours la réalité, les faits, c'est la perception qu'en ont les individus. Et là, je crois que la crise Covid, qui n'est en rien responsable de la crise de notre système de santé, ce n'est qu'un accélérateur de l'histoire et un révélateur de ce que l'on savait pour ceux qui s'intéressaient au sujet. Là, aujourd'hui, en effet, plus personne, enfin en tout cas, ou pas grand monde en tout cas, ne peuvent prendre la défense de la non-transformation par le fait qu'on ait encore le meilleur système de santé du monde. Donc, vous voyez, je crois que c'est mûr aujourd'hui. Et donc, voilà pourquoi est-ce qu'il faut ce nouveau modèle. En fait, j'allais dire, pas pour résumer, mais l'image sur quelque chose qui marchait à peu près correctement, mais dont on a montré les limites avec la crise sanitaire aujourd'hui, grâce en fait à des réflexions consensuelles avec les meilleurs ennemis du monde durant les réunions que vous avez pu organiser, vous avez réussi à sortir, on va dire, une solution commune qui concerne à la fois les professionnels de santé et surtout les patients. Absolument. Donc, cette solution, donc, nous y venons, et donc il faut comprendre le processus pour arriver à cette solution, parce qu'il est important. Si on a créé l'Institut Santé, c'est par une prise de conscience que d'abord, un seul esprit ne pouvait pas avoir la connaissance transversale nécessaire pour aborder l'ensemble des sujets sociaux, médicaux, économiques, sociétaux, qui touchent un système de santé. La deuxième chose, c'est qu'il faut être au contact, il faut à la fois avoir une maîtrise de ce qu'est un système de santé, mais aussi être au contact de la réalité des acteurs. Et à la fois, c'est difficile d'être tout ça en même temps. Donc, il faut travailler à plusieurs. Et la troisième raison pour laquelle nous l'avons créé, c'est que ce que vous dites, c'est qu'une fois que vous avez pensé avoir trouvé la solution, il faut s'assurer qu'elle soit applicable, qu'elle soit politiquement viable. Et pour ça, il faut donc que l'ensemble des sensibilités professionnelles, statutaires, idéologiques, politiques, soient d'accord sur les grands principes. Bon. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire au bout de 3 ans, mais il a fallu 3 ans, d'abord une première phase de travail en interne pour sortir un premier programme que vous avez évoqué il y a 1 an et demi, et puis ensuite une phase de réalisation de conférences de consensus en interne, s'assurer que tout le monde est bien en phase, mais aussi et surtout en externe, avec de nombreuses conférences de consensus sur différents publics, citoyens, associatifs, politiques, industriels, qui nous permettent aujourd'hui d'être assez confiants que le programme est probablement encore à améliorer, mais en tout cas, il répond aux principaux enjeux et il est suffisamment consensuel pour être applicable dès l'après-présidentiel. Alors, on comprend bien hein, dans tout ce que vous dites que ça ne va pas se réaliser en 5 minutes, en clair, quoi. Que c'est un programme avec une vision, finalement, une vision, mais en fait, vous adaptez un système qui marchait bien, mais cette fois-ci, vous l'adaptez au monde actuel. Finalement, c'est plus qu'une transformation, c'est une amélioration que vous proposez. Alors, oui, enfin, vous êtes c'est une adaptation. Adaptation. Modèle. C'est une adaptation parce qu'on reprend l'ensemble des acteurs existants, on reste dans une culture à la française, vous l'avez bien compris, mais on transforme 3 choses. Et alors, là, contrairement à ce que vous avez dit, en fait, on peut aller assez vite.
hein. Et moi, je pense que c'est à travers des ordonnances qui ont des limites sur le plan démocratique, mais une fois que vous avez vraiment débattu au cours d'une présidentielle, on peut considérer que si la personne qui propose ce programme dans son programme présidentiel l'emporte, il y a le saut démocratique. Et donc, il y a le vote qui permet d'appliquer ensuite derrière, sans relancer toute la machine à débat qui risque un peu d'embourber le sujet parce on sait qu'il y a beaucoup de sensibilités et d'intérêts qui peuvent être quelquefois divergents. Il faut quand même être honnête, hein. Quand je regarde les gens qui se sont penchés sur la santé, il n'y en a quand même pas 36 000 qui ont apporté, je dirais, un regard tel que vous le portez. Il n'y en a pas. Et quand on regarde les politiques, ils sont tous d'accord. Et finalement, le programme que vous proposez, il est consensuel, mais finalement, quelle que soit la sensibilité politique, puisque on garde, ils défendent tous un esprit français. Donc, et quelque part, ça, c'est quelque chose de commun. Donc, oui, non, mais c'est aussi pour ça qu'on a réussi à trouver le consensus, parce que vous soyez de quelque parti que ce soit, et quand vous avez un petit peu de connaissances, d'expertise sur le sujet, et l'envie de sortir de cette crise, eh bien, vous êtes sur cette refondation. Donc déjà, c'est aujourd'hui la majorité des acteurs, mais on voit qu'il y a un décalage entre les dirigeants politiques et la majorité des acteurs. Et là, c'est cet écart qu'il faut qu'on arrive à combler dans les jours et dans les semaines qui viennent. On peut être, si vous voulez, assez concret sur ce que doivent contenir ces ordonnances et donc ce qu'est cette solution au-delà du concept de philosophie politique d'autonomie solidaire. Vous avez trois piliers de bascule vers le nouveau modèle. Le premier est organisationnel, le deuxième est lié à la gouvernance de qui fait quoi, qui a pouvoir sur qui, notamment entre l'État, la sécurité sociale, les collectivités territoriales et les acteurs de santé. Et puis la troisième, c'est sur l'architecture de financement et les modes de paiement. En quelques mots, sur le premier point organisationnel, et là on touche vraiment le futur de l'activité des professionnels de santé et de la vie des citoyens par rapport à leur santé. Il faut passer d'un service public, on l'a dit tout à l'heure, qui est exclusivement hospitalier aujourd'hui. Le seul service public qui est reconnu dans les textes, et on l'a bien vu avec le début de la crise Covid, où le pouvoir public pense avant tout une seule institution, qui est l'hôpital public. Et du coup, la maîtrise de la santé. Absolument. C'est là où ils en ont la maîtrise. Donc, du service public hospitalier au service public territorial de santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette territorialisation qu'on essaie de faire avancer depuis 20 ans, il faut aller à son terme, il faut la faire aboutir concrètement. Aucun Français ne peut vous citer son territoire de santé. Donc en fait, depuis 20 ans, on a territorialisé la santé de façon totalement abstraite par rapport aux besoins et à la vie des citoyens, et on a territorialisé pour organiser l'offre de santé. Donc vous avez des territoires pour les hôpitaux, qu'on appelle les groupements hospitaliers de territoire, là, qui sont aujourd'hui, qui existent, et puis vous avez la création de ce qu'on appelle communauté professionnelle de territoire de santé pour les professionnels de ville. Bon, qui sont là en cours de création, basés sur différents projets, etc. Bon, donc, on est resté dans le vieux schéma de cloisonnement d'une offre de santé. Non, il faut basculer de la gestion à partir de l'offre à la gestion à partir des besoins de santé. Donc, on propose de définir des territoires de santé géographiques, on en propose 450, qui regroupent à peu près 150 000 personnes, et ces territoires de santé vont devenir le champ d'action des professionnels de santé et le périmètre du service, l'ensemble des services de santé pour les citoyens. Donc, ces territoires de santé doivent répondre à l'intégralité des besoins de santé de la naissance à la mort des individus. C'est pour ça qu'ils ont été dimensionnés de cette façon-là. En principe, avec des territoires de 150 000 personnes, vous êtes capable de répondre à l'ensemble de ces besoins de santé. C'est une forme de personnalisation par rapport à la globalisation qu'on vit à l'heure actuelle. Absolument. C'est toujours cette recherche de se rapprocher des individus, de pouvoir personnaliser la réponse
apporter, quel que soit le besoin, puisque vous avez bien compris, c'est ce qu'on cherche. Et donc, pour rendre les individus le plus capables possible, il faut vraiment que la réponse soit la plus adaptée à leurs capacités et à leurs besoins. Donc, il faut se rapprocher des individus. Bon, évidemment, on sait bien que cette territorialisation, elle permet de répondre à des problèmes dont on est incapable aujourd'hui de répondre, comme la désertification médicale. Bon, il y a plusieurs facteurs liés à cette désertification, mais on voit bien que tout ce qui vient du central, de Paris, pour essayer d'aller repeupler les territoires, ne fonctionne pas parce qu'ils ne sont pas adaptés aux territoires qui sont proposés. Donc, une gestion locale de la chose. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, on va sans détailler, parce que tout ça est dans le livre, hein, c'est la première partie du livre qui est sur. Donc, vous voyez bien là, on a un système qui est fondé sur la santé publique, c'est-à-dire sur une approche populationnelle et préventive. Hein. On ne se préoccupe pas simplement de l'accès aux soins, c'est l'accès à la santé au sens large. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des transformations ou des adaptations qui sont très importantes. Pour les professionnels de santé, ça veut dire que leur champ d'activité, c'est plus l'hôpital pour les praticiens hospitaliers, ou plus seulement l'hôpital pour les praticiens hospitaliers, pas seulement le cabinet médical pour le médecin ou l'infirmière libérale, pas simplement l'EHPAD pour le professionnel de santé de l'EHPAD, c'est le territoire, c'est-à-dire une responsabilité de la santé de la population. Alors, avec je dirais une centralité qui peut être liée, qui reste soit l'hôpital pour les praticiens hospitaliers, soit le cabinet médical, mais il doit y avoir une responsabilité de la santé de la population du territoire. Donc, c'est quelque chose qui transforme les professions de santé et qui devront donc s'adapter à cette nouvelle donne sur la chose. Concernant les citoyens, donc on a vu que pour eux, c'était une réflexion à partir, et donc des droits et des devoirs du citoyen et des droits de trouver une solution au sein du territoire. Mais il faut que les personnes qui sont en face de ces citoyens en demande de solution puissent avoir eux-mêmes un vrai pouvoir d'organisation. Donc il faut qu'il y ait une gouvernance, c'est-à-dire un pouvoir d'organisation à l'échelle du territoire. Et là, ça a été une réflexion assez compliquée parce que, à la fois, vous voyez que tout ça, ça résulte aussi d'une simplification de l'organisation, puisque vous n'avez plus de GHT, de CPTS, des territoires en fonction d'eux, vous n'avez qu'un seul territoire. Donc, avec une simplification. Mais on ne voulait pas que ce territoire soit une nouvelle entité administrative entre les communes, les communautés de communes, les départements, les régions. On sait bien que ce qu'on appelle ce millefeuille administratif n'a pas besoin de couches supplémentaires, même si c'est ce qu'on a fait avec les CPTS et les choses. Donc, on crée des usines à gaz. Nous, on a voulu simplifier. Donc, en fait, cette gouvernance territoriale, qu'on a appelée groupement territorial de santé, n'est pas une entité administrative, c'est une entité d'échange, de dialogue, de décision entre l'ensemble des acteurs. Les acteurs de santé, mais aussi les élus locaux, qui ont évidemment, dans cette approche globale de la santé, là aussi on passe du soin à la santé, donc avec une approche globale de la santé, c'est-à-dire des déterminants liés à la vie économique et sociale, liés au comportement individuel, liés à l'environnement. Évidemment, la santé environnementale est au cœur de cette santé globale, et donc ça permet une gestion à l'échelle territoriale avec ce groupement territorial qui a une structure associée. Je prendrai qu'un exemple dans ce que vous dites, c'est qu'à l'heure actuelle, on a peu d'actions préventives. Demain, la prévention devient un véritable outil dans votre nouveau modèle. En fait, si vous voulez, ça, c'est un exemple concret, hein. On a aussi un système à deux jambes, qui est un système, quand on parle d'accès à la santé, c'est-à-dire qui est avec une stratégie de maintien en bonne santé et une stratégie d'optimisation des soins, de l'aspect thérapeutique. Donc là, vous avez aussi deux choses à penser, mais qu'il faut réunir à l'échelle d'un territoire. Et on va voir qu'en matière de gouvernance, là, il faut qu'on distingue qui pilote tous ces professionnels de santé de qui pilote la santé publique, parce que ce sont deux aspects qui ont des composantes différentes, mais qui à un moment doivent se réunir lorsque l'on est à la proximité et au contact de la population. Et c'est exactement ce qu'on fait par l'intermédiaire de ces territoires de santé. Je ne rentrerai pas dans le détail, vous l'avez là pour le coup, c'est le deuxième chapitre sur l'organisation des soins. Il y a évidemment une transformation à l'intérieur de l'hôpital qu'il faut faire. Il faut créer et faire évoluer les carrières hospitalières
pour du temps partagé entre la ville et l'hôpital. Toujours cette problématique, comment il faut casser les murs de l'hôpital, comment on le fait. La meilleure façon de le faire, c'est de permettre à des gens, et donc là, il faut faire évoluer les ordonnances de 58 de Bray, il faut permettre à ce que des personnes puissent à la fois travailler à l'hôpital et en ville, ce qui n'est pas avec le temps plein hospitalier. Donc tout ça sont des choses à faire évoluer. Il y a la notion de contrat thérapeutique. Si vous êtes un patient, il y a 13 millions de patients qui sont remboursés à 100% et qui ont des pathologies chroniques déclarées. Il faut améliorer la prise en charge de ces pathologies déclarées, d'abord pour des raisons d'efficience de cette prise en charge, de qualité de vie de ces malades et de maîtrise donc, de la dépense, sachant que 80% de la hausse des dépenses de santé sont liées à ces pathologies chroniques, qui représentent à peu près 2/3 du stock des dépenses de l'assurance maladie. Et là, on propose un contrat thérapeutique qui permet vraiment une prise en charge personnalisée, suivie entre des acteurs qui contractualisent entre eux. Et donc, qui véritablement, avec un engagement fort, et pour une personne souffrant de diabète ou d'insuffisance cardiaque ou d'un cancer, là, il y a véritablement des engagements qui sont contractualisés avec une évaluation de ces parcours, notamment avec des plateformes d'appui et avec l'usage du numérique, qui permettent vraiment d'optimiser. Deuxième transformation, donc après cette transformation de l'organisation, c'est la transformation de la gouvernance. Quel est le rôle de l'État, de l'assurance maladie, de cette Sécu, cette nouvelle Sécu qu'il faut instaurer, des collectivités territoriales et des acteurs de santé. Bon, vous avez, avec ce qu'on a déjà dit, on voit bien qu'il y a une nécessité de repositionner l'État comme un État stratège, un État opérateur de la santé publique, qui est de sa responsabilité de la protection de la population au sens large par rapport à ça, et un État qui soit visionnaire, c'est-à-dire qui oriente une politique de santé, mais qui délègue cette fameuse délégation de services publics qui était déjà au cœur du modèle de 45, mais qu'il faut faire revivre, qui délègue à une institution démocratique qu'est la sécurité sociale, le pilotage, la gouvernance des activités opérationnelles du système de soins et donc des professionnels de santé. Alors, en quelques mots, il faut créer des nouveaux dispositifs. On propose en tout cas une loi d'orientation et de programmation sanitaire pluriannuelle à 5 ans, basée sur la longueur d'un quinquennat, qui est évidemment élaboré par l'État, voté par le Parlement, et qui va donner un vrai débat politique, parce qu'il faut de la démocratie sanitaire et sociale, mais il faut aussi de la démocratie politique, représentative. Et ça doit être l'objet d'un vrai débat politique qui n'existe pas aujourd'hui, puisqu'on est simplement sur le vote d'un budget, et qui est accessible à moins de 5% des parlementaires et à moins de 0,1% de la population. On décide de quelles économies il faut faire pour rentrer dans un budget, selon des méthodes très contestables, en tout cas très approximatives. Bon. Donc, pour en sortir, on propose cette loi de programmation. Un État qui doit se restructurer pour voir loin. La multitude d'agences de santé publique qui existent, on propose qu'il n'y en ait qu'une principale, qui soit une agence nationale de santé publique, donc qui va regrouper ce qu'on appelle les HCAM, les HCSP, une bonne partie de la HAS et d'autres. Donc là, qui va entraîner aussi une simplification administrative, mais surtout, normalement, une efficacité beaucoup plus importante dans la capacité de remplir les principales fonctions de santé publique, de veille sanitaire, de prospective sur les besoins de santé, d'élaboration de stratégies sanitaires. Donc, il faut donner ce pouvoir à l'État de pouvoir bien remplir ses fonctions, avec des déclinaisons régionales. Les agences régionales de santé qui existent, nous les conservons, mais nous les faisons évoluer vers des agences régionales de santé publiques, c'est-à-dire qu'elles ont une responsabilité, une mission centrale qui est la santé publique, et nous déléguons le pilotage des soins à la sécurité sociale, qui doit être transformée pour, elle, d'abord être un petit peu éloignée de l'État, puisqu'on dit qu'on a étatisé le système et que l'État, c'est une réalité, décide d'absolument de tout. Je rappelle qu'on a laissé l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à l'échelle nationale, qui contractualise sous forme de convention avec les professionnels de santé de ville, mais à l'échelle régionale, les unions régionales de caisses d'assurance maladie
hein, donc l'aspect régional de cette UNCAM, la déclinaison régionale de cette UNCAM, a été absorbée dans les ARS. Donc l'État est le seul décisionnaire dès qu'on descend à l'échelle régionale, ce qui est quand même une distorsion assez importante, un système qui... Et on a des caisses primaires d'assurance maladie qui sont comme ça, comme un peu spontanément, qui sont censées représenter les décisions de l'UNCAM. Mais évidemment, c'est encore une fois l'État qui décide. Donc là, il faut vraiment que l'État ait un rôle important, on l'a défini, mais que cette sécurité sociale ait une indépendance suffisante pour faire vivre la démocratie sanitaire et sociale. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on transforme les conseils au niveau national, au niveau régional, donc avec des unions régionales de caisses d'assurance maladie qui sont distinctes des ARSP, des agences régionales de santé publique, et avec des conseils qui représentent l'ensemble des principaux acteurs. Et on a créé des outils intéressants qu'il faut remettre à jour, comme la conférence nationale de santé autonomie, les conférences régionales de santé autonomie, les conférences de territoire. Tout ça sont des outils qu'on va utiliser pour faire vivre cette démocratie tout en les adaptant, notamment pour faire entrer la fonction publique, par exemple, dans les CRSA, puisqu'on est sur un territoire avec l'ensemble des acteurs. Il faut bien voir que ce nouveau service public territorial de santé est servi aussi bien par les acteurs privés que par les acteurs publics. Donc ça, c'est une transformation. Alors, souvent, on se demande, mais pourquoi n'arrivons-nous pas à développer la prévention en France ? Puisque c'est dans les discours depuis 25 ans. Pourquoi ? Par exemple, je vais prendre une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de prévention sans décentralisation forte, c'est-à-dire sans avoir des opérateurs de proximité. Nous n'arriverons pas à développer la prévention en France si nous conservons la santé scolaire aux mains de l'éducation nationale. Nous n'arriverons pas à développer la prévention en France si nous conservons la santé au travail dans les mains du ministère du Travail. Donc, vous voyez, donc, il faut trouver des opérateurs parmi les collectivités territoriales, ils ont fait tout ce travail. Par exemple, le département est le pivot de l'action sociale. Et on sait bien que dans ces actions de prévention, il y a énormément d'actions sociales qui sont à prendre. Donc, le département est un bon niveau géographique pour le faire. Si on prend la gestion de la démographie médicale, on voit bien que l'État est en échec depuis 40 ans. Bon. On voit bien que l'échelon de l'État n'est pas le bon échelon. Donc, nous pensons que la région est le bon échelon pour piloter cette démographie médicale. On a confié à la région la démographie paramédicale, confiant à la région la démographie médicale. Ça ne veut pas dire que cette gestion régionale ne répond pas à une stratégie nationale de santé. Nous ne pensons pas qu'il faut aller vers une régionalisation, je dirais, à l'allemande, par exemple, qui résulte d'une histoire des régions allemandes avec ce qui était des États-nations pour certaines d'entre elles, donc il y avait une organisation politique et une autonomie politique, que cette régionalisation soit celle qu'il faille apporter à la France, dont les régions sont beaucoup plus récentes, et même très récentes pour leur découpage géographique. Ça, c'est donc le deuxième évolution structurelle, vous voyez, pour aller vers un nouveau modèle. Et la troisième, c'est l'évolution du financement et des modes de paiement. Donc là, on est dans un débat sur la grande sécu, qui est un débat très important parce que ça peut être une porte d'entrée pour ce nouveau modèle. Mais la grande sécu, la nouvelle sécu, ça doit être deux évolutions importantes. La première, je l'ai évoquée, c'est de reconstruire une institution démocratique qui soit le pivot, l'ordonnateur, le gouverneur de tout ce qui sont les aspects opérationnels de la santé, en particulier des soins. Je m'arrêterai juste en vous disant, on a déjà un exemple, quand on voit le fonctionnement de la sécurité sociale en Alsace, quelque part, je crois que l'année dernière, elle était bénéficiaire. Absolument. Parce que le système, en fait, est beaucoup plus juste, puisque ça dépend on paye en fonction de ses revenus. Et tout le monde a les mêmes chances. Enfin, je résume, mais ça, c'est quand même un point que vous Absolument. Alors ça, c'est le deuxième volet de la nouvelle. oui, mais là, par rapport à ce que vous disiez, on a un système central, mais il n'empêche qu'on a quand même l'Alsace d'un côté, puisqu'on a là pour l'instant. Oui. Alors, et on a l'Alsace qui a cette autonomie, cette vision qui se rapproche quand même énormément de la vôtre. Oui, alors, absolument. Alors, surtout du volet. Absolument. Pour être concret, parce que dans l'esprit des gens, je vous le rappelle, la santé, c'est quelque chose. Je pense pas aux professionnels en disant ça. Moi, je pense surtout aux patients, quoi.
Déjà, quand Absolument. on est malade, bon, pas facile d'aller voir le Alors, médecin, et la seule chose qu'on a envie, c'est de plus être malade. Donc la santé, ça préoccupe, mais surtout quand ça nous arrive. Mais finalement, jamais quand on est... Enfin, voilà, on voit des gens malades autour de nous, mais on n'a pas la maîtrise telle que vous la définissez, parce que dans votre modèle, le patient est quand même de plus en plus responsable. oui, vous faites bien de le mentionner parce que J'insiste parce que souvent, quand on parle des institutions dont je viens de vous parler, on se dit oui, mais tout ça, ça peut être théorique. Non, en ah, c'est fait, un peu de quoi il parle, quoi. non, mais pour que le patient soit en effet responsable, il faut qu'il ait une capacité de participation aux décisions. Et là, cette démocratie sanitaire et sociale, dont aussi on parle depuis des années, des décennies, en fait, est une chimère dans le modèle actuel, qui est un modèle, encore une fois, complètement dans les mains de l'État et de l'administration. J'arrête juste un exemple, hein. Dans le système actuel, on peut toujours choisir son médecin. Dans le vôtre aussi, on pourra. Moi, ce que Alors, je vois aujourd'hui, ça, j'allais c'est dire, une ça chose. m'arrive. J'ai déménagé il y a 2 ans, eh ben, j'ai plus de médecin traitant. Ce qui est sacralisé, encore faut-il d'avoir un accès à un médecin traitant, mais ce qui est sacralisé dans ce modèle, quand on parle d'une réinvention d'un modèle à la française, c'est évidemment que les piliers de la liberté de choix de son professionnel de santé, de l'indépendance professionnelle des soignants, de l'égalité des chances par rapport à la santé, sont absolument des piliers qui sont, et évidemment de la solidarité du système, qui C'est la sont philosophie liés, du système français. qui sont réinventés. Juste un mot sur la participation des citoyens patients dans les instances de régulation. Parce que si on veut, vous voyez bien que pour rendre accessible la santé à chacun, il faut démocratiser cette santé, donc la rendre, hein, c'est une action spinozienne, c'est-à-dire démocratiser la démocratie. Il faut que cette volonté de démocratiser, elle soit vraiment accessible. Bon. Donc, et ça passe par le fait que les citoyens aient pas simplement un droit de regard, mais un droit d'action. Donc, comment on fait pour que cette loi de 2002 Kouchner devienne réalité avec les droits et devoirs pour les patients, pas simplement à leur information, mais à l'organisation du système? Eh bien, nous proposons que ces patients, qui sont souvent des patients experts, c'est-à-dire qui ont atteint un vrai niveau d'expertise sur leur pathologie. Mais déjà, excusez-moi, mais j'allais dire déjà, c'est pas normal. Enfin, vous dites expert de la pathologie, mais il faut être aussi expert du parcours. Il faut être expert du parcours. Et là déjà, c'est pas Donc, normal. on a nommé des patients experts, on a nommé un certain nombre de fonctions à des patients. Ah Mais oui. ce qu'on a oublié de faire, c'est d'abord de professionnaliser véritablement la chose, c'est-à-dire qu'ils aient une formation reconnue et qui soit généralisée. Donc, on propose qu'il y ait des départements de patients dans l'ensemble des facultés de médecine. Il y en a 3 aujourd'hui. Donc, oui, c'est toujours le problème, c'est qu'on a fait des petits pas. Mais les petits pas, quand il faut transformer un système, n'ont pas d'impact systémique. Donc, on améliore un petit peu, mais ça ne suffit pas pour peser sur l'évolution du système. Donc, on propose ça. Et on propose que ces patients formés soient considérés comme de vrais professionnels de santé. Typiquement, dans un contrat thérapeutique pour un patient souffrant d'une affection de longue durée, il doit y avoir dans l'ensemble de ces acteurs, dans l'ensemble de ce contrat, lorsque c'est estimé comme étant nécessaire, évidemment, un patient qui soit partie prenante. Il faut évidemment que ces patients, ces citoyens, soient représentés et considérés comme de vrais co-gestionnaires de ces territoires de santé et soient représentés dans les caisses de la sécurité sociale, dans ces conseils dont on a parlé. Donc ça, c'est une première évolution. La deuxième évolution, c'est qu'on ait un financeur solidaire unique, c'est-à-dire que cette nouvelle sécurité sociale, qui finance déjà 80% des dépenses de santé, mais qui est toujours secondée pour l'ensemble du système des soins par des financeurs privés complémentaires, qui font que ce système-là, hein, qu'on a poussé au bout de la logique, est devenu, ça a été dit par la Cour des comptes dans un rapport de juin 2021, mais c'est des choses qui sont aujourd'hui parfaitement documentées, est devenu un système illisible pour les Français, ce qui est quand même un vrai problème lorsque vous voulez responsabiliser les Français, puisqu'on ne sait pas exactement qui paye quoi, hein, que ce soit à l'hôpital, que ce soit quand on va chez son dentiste, quand on va chez son médecin spécialiste de secteur 2, où on ne sait pas entre eux, lorsque vous avez des compléments d'honoraires, quelle est la part de la complémentaire. Bref, le système Enfin, tout simplement, on ne choisit pas sa mutuelle.
Bon, C'est donc, celle de la ça, c'est société, enfin de l'entreprise dans laquelle on absolument. travaille. Ça, c'est en Ah, plus le dysfonctionnement du système assurantiel tel qu'il a été conçu, mais c'est un système extrêmement coûteux puisque nous sommes le système le plus coûteux administrativement, juste du fait du système de financement, après les États-Unis. Hein. Les coûts administratifs, c'est 7% des dépenses courantes de santé, contre entre 2 et 4% pour l'ensemble des autres pays européens. Vous avez un autre système assez coûteux qui est le système allemand, mais enfin, ils sont à 4% de ces dépenses, donc presque 2 fois moins que nous. C'est 16 milliards d'euros de dépenses. Et là, vous pouvez véritablement, avec ce système de financeur unique, baisser d'un tiers ces dépenses-là. Donc, vous voyez qu'il y a des économies considérables. Le troisième problème, c'est évidemment l'aspect peu redistributif de la partie complémentaire, qui est extrêmement inégalitaire, puisque vous avez ce qu'on appelle les taux d'effort, c'est-à-dire la part de revenus pour financer le contrat complémentaire est supérieure à 10%, peut atteindre 15% pour les personnes de la classe moyenne, les personnes plutôt et les personnes encore plus défavorisées, contre 1 ou 2% pour les personnes favorisées. Donc là, il y a un vrai problème d'inégalité. Nous ne sommes plus dans le socle solidaire de chacun en fonction de ses moyens, à chacun en fonction de ses besoins. Eh bien, il faut revenir dans ce socle solidaire de chacun en fonction de ses moyens, chacun en fonction de ses besoins, en ayant cette sécurité sociale qui soit le seul financeur de la plupart des actes. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un décroisement des paniers de soins. Vous n'aurez plus, lorsque vous allez chez votre médecin, votre assurance privée qui va prendre en charge votre ticket modérateur. Alors donc on veut se dire, oui, mais ok, mais est-ce que je vais être bien protégé financièrement avec ce nouveau modèle ? Évidemment, ce nouveau modèle va baisser, vous l'avez compris, le coût de financement de l'ensemble du financement du secteur, puisque vous n'aurez plus qu'un seul opérateur. Ça va améliorer la couverture du financement de la gestion du risque, la couverture du risque santé, puisque vous saurez très précisément quelle va être la prise en charge de l'ensemble des soins, puisque vous n'avez qu'un seul assureur, et ça va améliorer la solidarité du système, puisque je n'aurai plus cette partie complémentaire qui, on l'a dit, dans le financement, hein, est extrêmement inégalitaire. Donc, vous aurez une assurance privée qui sera supplémentaire, facultative en fonction des besoins individuels, notamment sur des paniers bien définis. Alors, on va me dire lesquels ? En fond, ce n'est pas très compliqué en réalité, parce qu'on voit bien que dans le système actuel, vous avez déjà 4 pôles pour lesquels votre assureur privé est majoritaire. Premier sont les lunettes, deuxième sont les prothèses dentaires, troisième sont les prothèses auditives, et les quatrièmes sont les médicaments à service médical rendu faible, non remboursés, ou remboursés à 15% ou à 30% aujourd'hui. Donc, c'est sur ces paniers-là qu'en fait va reposer la prise en charge par les assureurs privés. Tout le reste sera pris en charge uniquement par l'assurance maladie. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais, non, mais parce que là, il faut comprendre juste que cette c'est un peu le modèle évolution. alsacien qu'on définissait tout à l'heure, c'est-à-dire Exactement, puisque un pourquoi seul on peut se suivi, mais rapprocher du modèle alsacien ? Le modèle alsacien est issu du modèle bismarckien, allemand, hein, avec la France qui a récupéré cette partie-là en 1914. Et avant, cette région-là avait, ces 3 départements, avaient le système allemand qui était beaucoup plus socialisé, avec une prise en charge unique par l'assurance maladie qui était plus importante que la nôtre. Par exemple, 100% des dépenses hospitalières, 90% des dépenses de ville par l'assurance santé. Donc, il faut se rapprocher de ce système-là, qui peut laisser une certaine flexibilité. On pense évidemment, souvent on dit, mais quel est les compléments d'honoraires des médecins, comment ça va se passer ? Ça va se passer en 2 temps. La première, c'est qu'il faut revoir les tarifs des actes qui n'ont pas été revus depuis des décennies, avec des tarifs qui sont très très loin aujourd'hui des coûts de la pratique et des coûts de la vie. Donc ça, il faut justement, remettre à niveau. j'en profite par rapport je veux dire, à l'ensemble de l'Europe. Les médecins français sont-ils rémunérés à leur juste valeur ou pas? Alors, Enfin,
Il Alors, faut, je sais qu'il y a déjà une différence entre le privé et le public, ça c'est clair. d'abord, il faut voir que les prix des services de santé comme des produits de santé en France sont parmi les plus faibles des Ouais. pays développés. Vous prenez une opération de la hanche, une opération de la prostate, le prix des médicaments, vous comparez ces prix-là avec la moyenne européenne et avec les États-Unis, vous voyez que la France est clairement dans les tranches inférieures. Par rapport aux États-Unis, vous êtes quelquefois dans des ratios qui vont de 4, 5, quelquefois plus pour certains services et certains produits. Donc ça, c'est une réalité, et c'est aussi une réalité pour laquelle les professionnels de santé français sont globalement moins rémunérés, moins bien rémunérés que il y a des différences de 30 à 40% juste avec l'Allemagne, si on prend les médecins salariés comme les médecins libéraux. On a beaucoup parlé de la différence de salaire, on était à 0,9 90% du salaire moyen pour les infirmiers, ce qui nous mettait quasiment à la dernière place dans l'OCDE. Donc là, le Ségur de la santé a amélioré, mais de façon assez marginale, la position de la France. Les 180 € par mois, c'est évidemment quelque chose d'important, mais ça ne remet pas parce que ça va nécessiter des années. Et c'est pour ça que cette revalorisation financière est indispensable, mais elle doit s'accompagner pour être durable et viable. Et sinon, ce ne sont que des déficits supplémentaires comme on a aujourd'hui et que l'on n'est pas capable de combler. On appelle plus de 30 milliards de déficit de l'assurance maladie l'année dernière, on va être à plus de 20 milliards cette année. Et si on enlève les coûts Covid, nous sommes encore à des déficits historiques. Bon. Donc, voilà, une révision de ce financement. Je ne vais pas aller sur les modalités de paiement, mais Non, il non, faut mais savoir qu'il faut une diversification de ces modalités de paiement et une réflexion qui soit identique en ville comme à l'hôpital. Souvent, on parle de la T2A, mais en fait, il faut une réflexion. Il faut diversifier les modes de paiement pour qu'ils soient le mieux adaptés possible au type de mission. Bon. Donc, il y a cette phase-là. Mais non, mais voilà, une c'était fois, juste en fait pour mettre le doigt sur le fait qu'en France, les médicaments sont pas chers, ce qui dans certains cas, d'ailleurs, dans un marché assez libéral, eh ben, ça provoque des fois qu'on est les servis en dernier, donc on a des ruptures, et puis qu'en même temps, bah, les médecins sont pas payés cher. Donc c'est vrai que du coup, bah, on part avec du pas cher, quoi. oui, on part avec du pas cher, mais beaucoup de volume. On part avec du pas cher, mais toujours une préférence pour les procédures les plus coûteuses. On fait beaucoup d'actes à l'hôpital qui peuvent se faire, notamment des consultations qui peuvent se faire Ouais. en ville. Voilà, on sait qu'on a du retard dans l'ambulatoire. On parle de la chirurgie ambulatoire, mais la médecine ambulatoire est terriblement en retard. Donc, on a quand même toujours ce retard qui fait dans les procédures, qui fait on privilégie en général les procédures les plus coûteuses. Le retard dans la numérisation des données de santé est évidemment extrêmement coûteuse. On parle souvent, Mme Buzyn parlait de 20 à 30%, elle parlait de 30% d'actes inutiles. Mais pourquoi il y a énormément d'actes inutiles ? Avant tout, notamment du fait de cette absence de numérisation systémique, du fait que vous n'ayez pas à votre disposition en permanence l'ensemble de vos données de santé, donc des résultats des examens qui ont été faits, des procédures qui ont été faites quelques On multiplie. jours plus tôt, vous êtes obligé de les refaire si Ouais. vous allez dans un endroit différent. Bon, donc évidemment, c'est inutile, mais pourquoi c'est inutile ? C'est ni la faute des professionnels de santé, ni celle des patients. C'est bien ce système qui a été incapable de numériser de façon, encore une fois, globale et complète notre système de santé. Frédéric, merci vraiment pour toutes ces informations. En conclusion, bah, l'Institut Santé apporte des solutions. Et là, on est à un moment où j'espère que toutes les bonnes idées qui sont apportées par l'Institut Santé, dont je rappelle, vous êtes le maître d'œuvre, hein, c'est-à-dire que c'est la richesse de toutes les équipes de travail de l'Institut Santé que vous avez su diriger, enfin, voilà, amener sur ce sujet. À votre avis, cette évolution, c'est pour quand? Ça doit être pour cette année. Ça doit être pour cette année. Le système ne passera pas un autre quinquennat sans une crise sociale majeure. Elle existe déjà dans les structures de soins, mais elle va se généraliser avec des pertes de chance que l'on va voir ici et là. Donc c'est dès maintenant qu'il faut la faire. Je tiens à dire que vous avez parlé de maître d'œuvre. Je ne sais pas si je suis
été un gentil organisateur ou un chef d'orchestre dans ça, mais jamais nous ne serions arrivés là sans une implication assez exceptionnelle hein, d'une centaine de personnes, évidemment plus de certains que d'autres, mais globalement chacun a essayé d'y apporter sa part. Et vraiment, certains ont été, et certaines, dans les régions notamment, et ce sont vraiment des gens de terrain. Et c'est là où, vous savez, on n'est pas dans une théorisation et dans une intellectualisation à outrance de ce nouveau modèle. On l'a vraiment testé avec des gens de terrain, ce qui n'empêche qu'il faut que tout le monde se projette dans ce nouveau modèle. Et on est très, très humble par rapport à ce nouveau modèle, c'est-à-dire que d'abord, nous sommes faillibles comme tout être humain, c'est-à-dire qu'il y a probablement des mesures d'amélioration. Et s'il y a quelque chose de mieux globalement, parce qu'on en a conceptualisé, il faut évidemment le prendre. Mais nous, après 3 ans de travaux, nous sommes arrivés à ce sujet-là. Et de ce que je vois aujourd'hui, en tout cas, je ne vois pas d'autres réflexions qui fassent modèle, comme on a pu Aussi abouti, surtout. donc, et aussi abouti. Mais il y a un moment où on passe le flambeau aussi au personnel politique, aux dirigeants politiques, parce que nous pouvons encore peut-être faire plus en tant que citoyens engagés. Mais il y a un moment où il faut quand même que l'ensemble des partis politiques prennent leurs responsabilités et véritablement s'approprient ces idées-là en les mettant, entre guillemets, à leur sauce, à leur sensibilité politique, tout en gardant le cœur et porte véritablement dans les débats publics ce sujet-là qui est, enfin, c'est une banalité de le dire, mais qui est une priorité politique absolument essentielle aujourd'hui. Et dans les 3 principales préoccupations de tous les Français. Oui, dans les 3 premiers, aujourd'hui dans les premiers, encore un sondage là, de l'Institut de l'Ouvrier qui vient de sortir sur les services publics. Ce n'est pas étonnant, les services publics sont encore plus importants pour les Français quand on les interroge aujourd'hui, mais le premier service public, de loin, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas la justice, ce n'est pas la police, c'est la santé publique, de loin. Bon, écoutez, normalement, on Merci à pourrait vous. dire que l'ensemble des partis politiques peuvent appeler l'Institut Santé et avoir les bons conseils pour expliquer ce qu'il Absolument. faut faire. Absolument. Et merci infiniment pour cette interview, Arnaud Lance. Ah, et c'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cet entretien, on peut le dire, quoi. À très très bientôt et bonne chance pour la santé des Français. Parce que, bah voilà quoi, hein, un peuple en bonne santé, eh ben c'est un peuple qui va bien.